oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque là. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Luc La Liberté. Luc, ça a traversé les frontières, une nouvelle publicité aux États-Unis qui est assez choc, merci. Je propose qu'on en écoute un petit extrait puis qu'on réagisse ensuite. Do you have a condom? No! Sorry, you can't use those. What are you talking about? Who are you? I'm your Republican congressman. Now that we're in charge. Dans l'annonce, on voit un couple qui est en pleine sur le bord de commencer des ébats sexuels. Arrive pour, comme on l'entend, as-tu un condom? Oui. Arrive pour le prendre, puis hop, juste avant, il y a une espèce de vieux sénateur républicain qui leur arrache le condom des mains. Qu'est-ce que c'est ça, Luc? Écoute, j'ai vraiment rigolé la première fois que j'ai vu ça. C'est un super PAC, donc c'est un groupe qui amasse des fonds, c'est un super PAC qui est démocrate. Et l'annonce ne parle pas de la question, en fait, à laquelle on souhaite sensibiliser les gens, qui est la question de l'avortement. Donc, il y a effectivement ce couple, puis on est en plein débat, là. Et là, carrément, ce qu'on montre, c'est des républicains qui osent entrer dans votre chambre à coucher. En quoi tout ça est-il lié à l'avortement? Bien sûr, le seul fil conducteur, c'est le condom. Vous n'avez même pas le droit d'utiliser un condom. Les démocrates réagissent comme ça de façon spectaculaire, ou en tout cas de façon choc. On espère faire bouger l'électorat parce que les républicains, qui sont majoritaires en Ohio, à la législature d'État, souhaitent changer les règles du jeu pour modifier la Constitution de l'État. Pourquoi modifier la Constitution de l'État? Parce que la question de l'avortement en Ohio comme ailleurs, elle a fait réagir. La décision de la Cour suprême, ça a suscité des émois, grande réjouissance du côté des plus conservateurs, choc, stupeur du côté des progressistes. Ce qu'on souhaitait faire, donc, du côté des éléments les plus progressistes en Ohio, et même de certains modérés, c'était d'enchasser dans la Constitution le droit à l'avortement. Alors, on a dit du côté des républicains, OK, pour modifier la Constitution, habituellement, ça demande un certain nombre de signatures sur une pétition. Nous, ce qu'on veut, puis il faut ensuite procéder par référendum direct, les questions directes posées à l'électorat. Habituellement, on fait ça au mois de novembre. Nous, on vous fait ça en plein été, au mois d'août, puis on modifie les règles pour rendre ça beaucoup plus difficile d'aller chercher une modification à la Constitution. Donc, on a dit ça vous prendra plus de signatures, presque 2 fois plus qu'avant, et ça vous prendra au moins 60% du vote à la législature pour modifier ça. Donc, c'est énorme parce qu'avant, on n'avait pas des standards aussi élevés. Donc, c'est la façon qu'ont eu les républicains de modifier ça. Si les démocrates réagissent maintenant, c'est que au mois d'août, habituellement, toi et moi, peut-être nos auditeurs, on ne veut pas aller voter en plein été. Peu importe comment on passe notre été, habituellement, on est un peu plus loin de la politique ou des grands enjeux. Là, ce qu'on veut être certain de faire, c'est que les démocrates, les progressistes, se mobilisent pour aller voter. Les républicains, sur des enjeux de société, ils le font habituellement. C'est une force du Parti républicain puis des mouvements plus conservateurs. On sort pour aller voter. Chez les progressistes, c'est plus mollo, c'est moins évident. Alors, la pub était là pour ça. Donc, ce couple qu'on voit en plein débat, c'est pour vous secouer les puces un peu, pour dire, écoutez, ça sera pas au mois de novembre cette année. Les républicains veulent changer les règles du jeu et ça va se faire au mois d'août. Allez voter. Oui, puis c'est tellement important de faire sortir le vote là, dans à peu près toutes les élections, mais particulièrement aux États-Unis, où on a beaucoup de restrictions dans certains États, dans certains endroits au niveau des élections. Là, ça varie d'un endroit à l'autre. Vraiment, là, ça prend cet électrochoc-là, je pense. Oui, puis il y a de moins en moins d'indécis ou de groupes au milieu qu'on peut espérer entraîner de notre côté. Donc, on le voit du côté républicain, puis on le voit du côté démocrate. Il faut que nos partisans sortent. Si le vote sort, on a une idée de nos chances de victoire. L'incertitude, maintenant, c'est moins le nombre d'indécis que la participation des membres de chaque camp pour aller voter. Ouais. Obama, qui a écrit une lettre qui s'adresse pas à tout le monde, qui s'adresse précisément aux bibliothécaires, Luc.
Voilà, donc Barack Obama, depuis qu'il a quitté la présidence, on l'a vu intervenir à l'occasion, mais il est somme toute assez discret. Et quand il embrasse des causes, que ce soit Michelle Obama, son épouse, ou lui, habituellement, on essaie d'être un peu plus consensuel ou à tout le monde y aller avec des enjeux de société et moins des enjeux très, très partisans, le coller sur une élection. Obama va faire campagne avec Joe Biden en 2024. Mais sinon, donc, à quoi souhaitait-il sensibiliser les Américains et les bibliothécaires au premier chef? Il a dit aux bibliothécaires, vous êtes en première ligne de ce qu'on appelle maintenant la cancel culture ou la guerre culturelle aux États-Unis. Il fait l'apologie, finalement, de la liberté d'expression et du fait que on ne devrait pas éliminer des livres des rayons des bibliothèques. Grosso modo, peu importe la position qu'on va embrasser éventuellement, il y a des gens qui ont pris la peine d'écrire, qui présentent différents points de vue, puis un esprit éclairé lit de tout. Un esprit bien formé, équilibré et éclairé doit avoir accès à un ensemble de bouquins, puis un ensemble de thèses, de théories, d'hypothèses ou de représentations de la vie aux États-Unis. Donc, Obama qui lance vraiment un cri, grosso modo, ne procédez pas, les bibliothécaires, essayez de ne pas contribuer à cette cancel culture. Elle se fait, on l'a vu, du côté des éléments les plus progressistes. On essaie d'interdire certains ouvrages ou encore de modifier certains ouvrages pour les adapter aux valeurs du jour. Ça, on a vu ça dans le camp progressiste, dans le camp de ceux qu'on appelle des woke. C'est une manie que je considère personnellement détestable. Mais on a vu aussi du côté républicain interdire carrément des livres ou les retirer des rayons des bibliothèques. C'est pas le travail des législateurs, à mon avis, de faire ça. Quand c'est dans un milieu éducatif, ben c'est aux profs, c'est aux directions d'école d'intervenir puis de dire voici ce qu'on conserve pas, puis voici on fera preuve nous du jugement nécessaire dans ce qui est intéressant de faire lire à des jeunes. Sinon, dans l'ensemble de la société, ben toi et moi, je pense, on veut avoir accès à l'ensemble de la documentation. On veut pas qu'on effectue un tri ou un choix pour nous. Considère qu'on est assez intelligent pour se faire une tête ou se faire une idée à partir des informations dont on dispose. C'est le message que passe Barack Obama. Oui, absolument, Luc. Puis tu fais bien de rappeler, là, c'est quelque chose qui existe tant à la gauche qu'à la droite, là, de vouloir retirer des ouvrages pour des raisons complètement différentes. À droite, on veut beaucoup enlever tout ce qui va parler d'identité de genre, d'identité sexuelle. Tout ça, on essaie de l'effacer le plus possible, particulièrement des bibliothèques pour les plus jeunes dans les écoles, ce qui peut retirer de la documentation pour des jeunes qui ont besoin de s'informer là-dessus. Puis de l'autre côté, de vouloir enlever, là, même ça, il y a eu ça rapidement comme discussion là, ici, là, vouloir enlever Tintin au Congo là, des rayons des bibliothèques parce que y a les représentations des Congolais là-dedans est absolument dépassée, pas au goût du jour, là, pour être poli. Je veux dire, l'histoire au complet de l'humanité avant 1950 est raciste et homophobe. C'est comme, je veux bien, là, mais on va pas tout effacer puis tout réécrire l'histoire en entier. Là. C'est fou. Là. Ben voilà, et pour un prof d'histoire, je ne pouvais qu'être scandalisé de la chose. C'est mon travail de replacer les choses en contexte. Donc, voilà. Si vous sortez l'œuvre de son contexte et de sa période, ben vous dénaturez cette œuvre-là. Il y a pas longtemps encore, je voyais des gens s'excuser ou j'entendais des gens s'excuser d'avoir nommé en ondes le roman de Dany Laferrière. L'auteur est noir, c'est son titre, c'est son histoire, c'est sa vie. Puis on s'excuse d'utiliser le terme. Écoute, c'est là, c'est très personnel, mais c'est là où je trouve qu'on dérape très sérieusement. Entre la sensibilisation à des termes et l'interdiction d'utiliser des mots ou de faire allusion à des périodes de l'histoire que certains aiment moins, ben, on se rapproche des dérives de certains États totalitaires quand on fait ça. Exact. Faut pas effacer l'histoire, faut la regarder bien en face. Puis justement, c'est ton travail, Luc, de replacer ça là, quand on enseigne l'histoire, de replacer tout dans son contexte. Ça on n'est pas contre. Hein? C'est un peu de contexte, pas d'interdiction. Merci. La Cour suprême de Géorgie a rejeté une demande de Trump. Encore Trump et la Géorgie, ça finit plus cette histoire-là. Écoute, je rigole parce que j'aime bien quand les tribunaux valident ce que nous disons qui est une évidence depuis des semaines, des mois, même des années maintenant.
M. Trump, il essaie, et il fait ça à chaque fois, d'étirer les délais. On produit procédure judiciaire par-dessus procédure judiciaire. Je ne sais pas comment il va la tourner, celle-là, parce qu'on est en Georgie. Ce serait étonnant que les juges de la Cour de la Georgie soient tous des woke et soient tous des progressistes ou soient tous des membres de l'État profond qui ont pour grand mandat dans la vie d'écarter Donald Trump. On est en Georgie où la législature d'État, celle qui va être appelée à nommer ces juges-là ou à les entériner, c'est républicain, à ce que je sache. Donc, à 9 contre 0. Donc, humiliation pour M. Trump, on a dit non. Il n'est pas question qu'on invalide ou qu'on rejette une enquête d'une circonscription, d'un comté en particulier, celui de Fulton. C'est pas vrai qu'on va mettre ça de côté parce que ça ne vous plaît pas. M. Trump avait dit, mettez fin à cette enquête-là, puis au résultat, bien sûr, on enquêtait sur l'ingérence de Donald Trump. Donc, on sait qu'il y a un grand jury maintenant qui va se prononcer sur cette question-là en Georgie, mais c'est une rebuffade sérieuse. C'est une claque au visage pour M. Trump. 9-0. Et je répète, parce que j'en ai un peu assez d'entendre dire toujours « Ah, c'est des woke » ou « C'est une extrême gauche qui en a contre Donald Trump ou contre les républicains ». On est dans un État qui est au plan de l'État. On a voté pour 2 sénateurs démocrates là, à Washington, mais au plan de l'État, on est dominé par des républicains. Et c'est une Cour suprême issue de cet État-là qui, à 9-0, dit à M. Trump « Il n'y a pas de fondement à votre demande. On trouve absolument rien justifiant qu'on écarte cette enquête-là. » C'était comme l'évidence, c'est le nez au milieu du visage. Mais M. Trump va continuer ce genre de procédure-là. Il y a droit. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les tribunaux tiennent le coup. Que quand on fait dans la caricature, on est capable de le dire. C'est rassurant que le système judiciaire soit en mesure de faire ça, qu'il le fasse toujours, malgré les pressions. Oui, absolument. Puis c'est même peut-être extrêmement ironique parce que M. Trump a demandé à ce qu'on enquête sur ces élections-là qui sont tellement frauduleuses. Là, il y a une enquête qui concerne les élections puis il veut pas que ça passe. C'est une pointe d'ironie aussi là, qui revient au travers de tout ça. Joe Biden devrait avoir de la visite d'ici de la fin de l'année. Ouais. Qui c'est qui s'en vient? Ça, c'est intéressant. Donc, Bibi lui-même, M. Netanyahou, qui en est son 6e mandat dans la tourmente, qui a réussi à se coller à une coalition qu'une majorité d'observateurs sur la scène internationale considèrent être très à droite ou d'extrême droite. Ah, il se raccroche au pouvoir constamment. Là, on parle évidemment de Benjamin Netanyahou en Israël. C'est fou. C'est pas un jugement moral. Il faut faire attention. Ce que je veux dire, j'endosse pas tout ce que fait M. Netanyahou, mais c'est une bête politique incroyable. Donc, si on me demandait qui voulez-vous rencontrer, on vous laisse une liste de 10 individus avec qui vous voulez échanger, je détesterais pas m'asseoir avec Netanyahou en m'engageant à garder le secret, la confidentialité. Mais c'est une bête politique assez extraordinaire. Et comme c'est un allié, Israël, des États-Unis, ben très souvent, les Obama, Trump, Biden et compagnie doivent composer avec ce que fait Israël. On a absolument besoin d'Israël, Israël a absolument besoin des États-Unis. Et M. Netanyahou connaît le système américain sur le bout de ses doigts. Il est capable d'en exploiter toutes les subtilités. S'il veut parler au président et que ça fait pas son affaire, il l'a déjà fait avec Obama, il va lui faire un doigt d'honneur puis il va se tourner vers le Congrès, dépendamment de quel côté est la majorité. Quand il peut embêter quelqu'un, il va le faire pour obtenir ce qu'il fait. Donc, de façon très pragmatique, il est particulièrement efficace. Ce qui fait maintenant, donc, M. Biden a de la difficulté à le cautionner sur toute la ligne. Donc, quand on a un allié, il faut prendre les bons côtés, il faut prendre les défauts. Dans les défauts, M. Biden a tardé d'ailleurs à lancer cette invitation à M. Netanyahou en raison justement de ses accointances ou de ce lien qu'il a avec une coalition que les Américains n'approuvent pas nécessairement. Donc, ils vont discuter pour la première fois à la Maison-Blanche, probablement à la Maison-Blanche. On n'a pas précisé le lieu, fort à parier que ce sera là. Donc, M. Biden va discuter de réforme judiciaire. Ce que la coalition fait actuellement en Israël, dans le système démocratique israélien, c'est carrément de jouer avec l'équilibre des pouvoirs et de vouloir jouer sur la nomination des juges de la Cour suprême, entre autres. Kamala Harris avait déjà levé le ton là-dessus. M. Biden l'avait fait aussi avec une rhétorique qui était très dure. Mais grosso modo, c'est donner plus de pouvoir à la coalition et même être en mesure de renverser des nominations à la Cour suprême ou certaines décisions prises par la Cour suprême en Israël. Donc, si M. Biden, puis on en a déjà parlé, en politique intérieure et sur la scène internationale, dit
nous en sommes en 2023 à un combat entre la démocratie et les États autoritaires, c'est difficile pour lui de venir appuyer M. Netanyahou. Alors, il va probablement lui rappeler ce combat pour la démocratie, puis le nécessaire équilibre entre les différentes branches du pouvoir, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Ouais, puis heureusement pour lui, pour M. Biden, ben, c'est peut-être c'est lui la personne qui peut avoir le plus d'influence aussi sur Israël, outre les gens qui sont déjà là-bas. Là. Donc, en tant que grand allié, comme tu le dis, il pèse lourd dans la balance, puis il va peut-être pouvoir mettre un peu, disons, là, un peu de poids, un peu de plomb dans la tête de M. Netanyahou par rapport à ces enjeux-là. Ça reste quelque chose qui est définitivement à surveiller, Luc. Tu as bien raison là-dessus. Écoute, ça, c'est toujours un sujet qui me fait rire, sourire, mais en même temps qui a une portée politique et un poids assez important. Merci. Les stéréotypes là, des hommes, des vrais aux États-Unis. On se souvient de Tucker Carlson puis son espèce de documentaire sur la masculinité, les gars qui se font bronzer les couilles, tout musclé, tout huilé, les annonces là, les nouvelles publicités de Ron DeSantis, plein d'hommes musclés, gonflés. C'est bizarre, mais il y a vraiment... Ça devient un enjeu électoral, ça, l'apparence, la masculinité des vrais gars aux États-Unis. Ah, écoute, j'ai beau bûcher mon bois de poêle moi-même et bencher encore de façon respectable, je me demande si je suis un homme pour les républicains. Donc, on a effectivement cette représentation de la masculinité qui est pour le moins tordue, mais ça fonctionne. On parle souvent, puis c'est ça que je trouvais intéressant pour les enjeux électoraux, on dit souvent les républicains, ils ont de la difficulté, et c'est vrai statistiquement, avec le vote des femmes. La question de l'avortement, on le devine, ne va pas aider la cause républicaine. On a une victoire à la Cour suprême, mais une patate chaude au plan électoral. Ce qu'on oublie souvent de dire, et c'est ce que tu viens de lancer, c'est que si les républicains ont des problèmes avec le vote des femmes, les démocrates sont vus comme émasculés. Donc, si on est démocrate et progressiste en plus, j'ose même pas imaginer ce qu'on va dire des woke, on n'est pas un vrai homme au sens des plus ardents partisans. Donc, on n'est pas un vrai gars. Alors, des armes, c'est important, puis tu le disais, des gros bras, l'effort physique, les prouesses physiques, c'est déterminant. Et les républicains exploitent cette vision-là de la masculinité à fond, et ça fonctionne. Ça fonctionne même au sein des minorités aux États-Unis. Les démocrates vont chercher une grande majorité de votes au sein des minorités. Les hispanophones, les Noirs. 90% des Noirs votent pour les démocrates. Mais quand on regarde ceux qui votent pour les républicains, les hommes noirs, les hommes hispanos, par exemple, les latinos, ceux qui font croître le nombre d'adeptes chez les républicains, parce que M. Trump, faut le dire aussi, a marqué des points dans certaines communautés hispanophones, c'est chez les hommes qui vont le chercher. Il y a cette idée de la réussite à la force du bras, de la réussite individuelle. On est responsable de ses choix et de son destin. C'est pas mal de se prendre en main, mais c'est plus complexe que ça, la vie. Mais c'est un peu ça qu'on va chercher chez les hommes, même au sein des minorités. Et tu l'as dit, Tucker Carlson a rentabilisé ça au maximum. Moi, j'ai rigolé quand j'ai vu son pseudo-documentaire, quand j'ai vu son pamphlet sur la masculinité, parce que je me voyais pas me faire bronzer les jambes écartées en avant du lac. Mais il semble que ça puisse plaire ou que ce soit en tout cas rentable financièrement. Donc, c'est un enjeu électoral. Et les démocrates, qu'on aime ça ou pas, qu'on rigole ou pas, parce que je suis comme toi, à chaque fois, j'éclate de rire quand je vois ça. Mais aux élections, il va falloir que les républicains, les démocrates, et là, j'utilise le terme avec les guillemets nécessaires, présentent une image de l'homme qui soit plus, entre guillemets, viril. Dernière mention par rapport à ça, que fait le seul démocrate qui s'oppose à Joe Biden actuellement? Robert Kennedy Jr. On a parlé ensemble de cette vidéo où on le voit, torse nu à 69 ans, lever des poids, des pectoraux bien découpés, des abdos de rêve à 69 ans. Il a bien compris le jeu, puis il joue cette carte-là à fond. En plus, ça lui permet de relever le fait que M. Biden est plus vieux que lui et peut-être plus diminué. Même si M. Biden est au gym chaque journée, 7 jours sur 7, il fait peut-être pas ce que fait Robert Kennedy Jr., mais il s'entraîne, le président Biden, régulièrement. Ouais, il y a quelque chose quand même là avec l'âge qu'on peut pas éviter là, quand Bien même. sûr, mais tout à fait. C'est sûr que de s'entraîner, c'est comme ça, c'est respectable. Bon, au moins on aura appris, Luc, aujourd'hui que tu bûches toi-même ton bois de poêle. Ça, ça doit te faire un beau dos, ça, un bel exercice comme ça, bûcher. Écoute, je
Je suis à la campagne aujourd'hui, donc je compense le travail intellectuel par un effort physique. Je me disais, si je vais aux États-Unis, je veux me faire passer pour un républicain, j'ai pas le choix. Il faut que je travaille le haut du corps. Alors j'y suis. On a déjà hâte à ta vidéo de campagne. Luc La Liberté, merci. Bonne journée, Alexandre. Salut.